Donc, chers collègues, chers amis, bonjour, et merci d'être venus si nombreux, virtuellement ou réellement dans la salle. Aujourd'hui, je vais présenter euh, un travail en cours euh, sur l'approche générative de la phonologie diachronique du chinois, qui est un épisode, on peut dire, oublié en quelque sorte aujourd'hui. Dans les années 70, 60 et 80, 70-80. Bon, la première question qui est tout à fait légitime, c'est est-ce que c'est probable d'avoir les deux? Quand on met phonologie générative et diachronie du chinois, et si cette combinaison, elle est possible, il y aura toute une suite de questions qui vient avec. Donc d'abord, dans quel contexte sont réalisés ce genre de travail? Avec quelle motivation, donc pourquoi les chercheurs le font, avec quelle méthode et quelles sont les répercussions de ces travaux. Et puis, une dernière question, quel est l'enseignement de cette, donc, ce genre de travaux pour les phonologies au pluriel, puisque vous allez voir tout à l'heure, j'insiste pas mal sur ce pluriel euh, en phonologie. Donc, pour répondre à cette suite de questions, je vais commencer par donner le contexte historique et scientifique euh, des travaux dans le cadre génératif sur la diachronie du chinois. Et donc, je vais présenter brièvement ces travaux, chercher les sources de cette idée de combiner les deux et préciser, commenter la méthodologie avec laquelle sont réalisés ces travaux, ainsi que les répercussions après avoir réalisé ces travaux. Donc, je commence par le contexte historique et scientifique. Et alors, pour des collègues qui connaissent la tradition chinoise en philologie, euh, certaines choses pourraient paraître évidentes, mais vu que la plupart des collègues travaillent sur d'autres aires linguistiques, je vais quand même passer un peu de temps là-dessus. Donc, cette tradition philologique chinoise, qu'on peut qualifier de pointue, est basée sur l'écriture, donc des caractères chinois. Euh, cette tradition s'est développée indépendamment des autres traditions, comme c'est souvent le cas, jusqu'au début du XXe siècle, avant la rencontre avec les traditions, avec d'autres traditions, et surtout avec les théories entre guillemets occidentales. Et ceci dans un contexte global de ce qu'on appelle Xixue Dongjian, donc les études occidentales qui arrivent en Orient au début du XXe siècle, donc déjà à la fin du XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle. Donc, vous allez voir que cela va donner lieu à un paysage de la phonologie des langues sémitiques qui oppose deux méthodes différentes. Une fois la Chine aura digéré ces théories occidentales. Donc, cette tradition philologique était un outil pour étudier les classiques confucéens, c'est-à-dire elle n'a jamais gagné son indépendance par rapport aux classiques, aux études des classiques. Elle est centrée sur les caractères, donc je fais l'histoire vraiment courte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette tradition, comme il n'y avait pas un outil de transcription, donc on avait des caractères chinois, donc des sinogrammes, qui se déclinent en pictogrammes, idéogrammes, idéophonogrammes, etc. Donc, on n'avait pas un outil efficace de transcription comme l'alphabet. Donc, dès le début, les études euh, philologiques
était plutôt phonologique que phonétique. Et vous allez voir, je prendrai un exemple dans la diapo suivante, que ces études sont portent plus sur la distribution, la combinaison, la structure. Dans cette tradition même, le prestige, comme dans beaucoup d'autres traditions, est accordé à l'état ancien de la langue. Donc, il y a toujours cette idée que la langue parlée à l'époque de Confucius était une langue plus valorisée et les dialectes vivants de l'époque des lettrés qui étudient la langue dans les classiques confucéens, ce sont des dialectes dégradés. Donc, on trouve des idées similaires en Occident aussi. Donc, ces langues vivantes, ces dialectes, ont été méprisés par les lettrés. Un autre point concernant cette tradition philologique, c'est que comme c'est un outil pour étudier les classiques confucéens, l'outil même doit donc se conformer aux classiques confucéens. Un petit exemple, lors de la découverte des quatre tons en chinois médiéval, donc chinois moyen, en gros entre à peu près 4e et 13e siècle, ça couvre une longue période, mais on considère que cette période peut être considérée, il y a une uniformité de la langue chinoise de cette époque qui couvre à peu près 1000 ans. Donc, lorsque un lettré a découvert, plutôt s'est rendu compte de l'existence des tons en chinois moyen, puisque on a des caractères, donc on n'a pas d'alphabet, on n'a pas besoin des diacritiques pour noter les tons différents. Donc, les lettrés n'étaient au début pas du tout conscients de l'existence des tons. Donc, lorsque ce lettré Shen Yue a découvert l'existence des quatre tons, il s'est fait violemment attaquer par les confucianistes, puisqu'il utilise le terme sheng, qui littéralement euh, voulait dire, dans les classiques confucéens, les notes de musique. Et les notes de musique de la gamme chinoise de l'époque de Confucius étaient au nombre de 5, sauf que il y en a 4. Donc les tons, il y en a 4 en chinois médiéval. Donc il s'est fait violemment attaquer en utilisant le même terme, sheng, qui est polysémique pour désigner les tons, donc pour Shen ce lettré, et pour désigner les 5 notes de musique à l'époque de Confucius. Donc pour euh, se justifier, il a dû euh, faire le lien entre les 4 tons aux 4 saisons qui sont présents, bien sûr, dans les classiques confucéens. Donc, un exemple pour vous dire que quand il y a la contradiction entre les études philologiques, qui est le cas de la prise de conscience des tons, et les textes classiques confucéens, il faut toujours se justifier, se rapprocher des classiques pour ne pas être mis en cause. Un exemple pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure sur une étude plutôt phonologique que phonétique, il s'agit de la première page de Yunjing, qui est une table de rimes du XIIe siècle, qui alors organise les caractères de la façon suivante. Donc, une fois de plus, on n'avait pas d'outil de transcription, pas d'alphabet. Donc, comment faisaient les lettrés pour classer les caractères? Ben, ils vont mettre sur la première ligne les différents lieux d'articulation. En dessous, vous avez voisé, non voisé, donc des différents modes d'articulation. La première colonne, ce sont 4 caractères représentatifs euh, qui sont respectivement au premier, deuxième, troisième et quatrième ton du chinois moyen, qui donc donne la partie finale, donc la rime
c'est-à-dire la voyelle principale et éventuellement une coda. Ce tableau est exhaustif dans le sens où euh, une consonne qui est, par exemple, tout à droite labiale, la dernière colonne, c'est des sons labiaux, qui est non voisée, donc vraiment la dernière colonne dans cette grande colonne qui en regroupe quatre, ne peut pas se combiner, par exemple, avec la rime de la première et la deuxième division, donc deuxième, deuxième case de la dernière colonne, ni avec la quatrième. Donc la division, c'est un concept qui est très controversé. En gros, on peut la considérer comme les degrés d'aperture légèrement différents de la voyelle principale. Donc c'est seulement possible cette combinaison d'un son labial non voisé avec la troisième division sous le premier ton. Donc ce genre de tableau exhaustif donne la distribution de toutes les combinaisons possibles entre la partie consonantique et la partie de la rime en chinois moyen. Et en faisant cette opération, un monosyllabe en chinois est déjà décomposé en l'équivalent donc de l'attaque et de la rime. Donc on est là dans la structure syllabique. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, donc, à cause ou bien grâce à ce manque d'outils efficaces de transcription, les lettrés chinois étaient obligés de faire ce genre de tableau et donc inconsciemment, ils ont fait une étude distributionnelle, ils ont décomposé la syllabe et c'est beaucoup plus phonologique que phonétique. Bon, arrive donc le moment de la rencontre avec les courants occidentaux et pour donner un petit contexte historique, la Chine face à l'Occident a connu toute une suite de défaites militaires, donc, ce qui a mis en cause les classiques confucéens. Donc, cette remise en cause du confucianisme a permis à la Chine d'accepter les théories occidentales, puisque avant tout devait être conforme au confucianisme. Maintenant, c'est mis en cause, donc les théories occidentales, pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas une théorie phonologique au début du XXe siècle. On était à un tournant historique de la phonologie qui est, donc on a la grammaire comparée qui est une école plus ou moins en déclin et il y avait cette rupture avec l'historicité chez Saussure, la linguistique structurale qui émerge, on peut dire en même temps en France, même si Saussure est suisse, donc il a quand même vécu longtemps en France, aux États-Unis et en Russie. Et le structuralisme américain, pour des raisons historiques, c'est plus descriptif, c'est plus une méthode bottom-up, commençant par la description, tandis que le structuralisme saussurien est plus dans la tradition rationaliste européenne. Donc, comment la Chine a reçu ces trois courants en même temps, qui arrivent en même temps en Chine? Ben, d'abord, on peut clairement parler d'une complicité avec la grammaire comparée, qui en Occident était en quelque sorte en déclin au début du XXe siècle, face à un structuralisme émergent. Et pourquoi cette complicité? C'est assez logique, puisque, je rappelle, tout à l'heure, on a dit, le prestige dans la tradition chinoise est accordé à un état ancien de la langue. Et justement, l'objectif de la grammaire comparée, c'est aussi d'établir la généalogie, donc de remonter à un état plus ancien de la langue. Et les lettrés chinois, ils n'avaient pas les outils théoriques
pour mener à fond ce travail, puisqu'il n'y avait pas d'outils de transcription euh, et les dialectes étaient méprisés par les lettrés. Donc, ils n'étaient pas conscients de l'utilité des dialectes pour le travail de reconstruction. Alors que la grammaire comparée arrivée en Chine a apporté ces outils et cette méthodologie aux lettrés chinois pour faire ce travail. Donc, une conséquence qui est très positive, très positive, c'est la légitimation des études dialectales. C'était méprisé. Et maintenant, comme les dialectes peuvent servir à un objectif noble selon les lettrés, c'est-à-dire de reconstruire, maintenant, il est légitime d'étudier les dialectes vivants, de les décrire pour reconstruire. Ils ont aussi adopté une autre source de reconstruction dans la grammaire comparée qui est la translittération. Donc, les lettrés chinois, ils n'étaient pas conscients de l'importance de la translittération entre le chinois et le japonais, le chinois et le coréen, le chinois et le vietnamien, puisque, une fois de plus, avec un ethnocentrisme chinois, les langues des peuples autour sont aussi de quelque sorte maîtrisées. Donc là, ils sont conscients que ces outils, ces sources de translittération peuvent servir à cet objectif de reconstruction. Donc, on a parlé de cette complicité avec la grammaire comparée et la conséquence qui est la légitimation des études dialectales. Donc, une fois les études dialectales c'est légitimisé, il y a un besoin imminent de décrire les dialectes. Et pour les décrire, c'est le structuralisme américain qui a été, on peut dire que c'est une sorte de hasard historique, donc qui a été intégré en Chine, puisque les linguistes de cette époque, donc Zhao Yuanren, qui est au début, il était déjà proche de Bloomfield, plus tard, il a été proche de Jacobson, qui a émigré aux États-Unis. Li Fangui, qui est l'étudiant de Sapir. Donc, par hasard, ce sont des gens qui ont une formation en structuralisme américain qui sont rentrés en Chine pour faire de la linguistique. Mais Zhao Yuanzhen même a rappelé, et Wang Li aussi en 81, dans son livre de l'histoire de la linguistique chinoise, ont rappelé qu'à cette époque-là, l'objectif de la description, ce n'est pas la description même, mais c'est la reconstruction du chinois moyen. Donc, on peut comparer ces travaux descriptifs avec des analyses synchroniques, toujours dans le courant du structuralisme américain chez Hartman et Hockett, des linguistes post-structuralistes. Ils ont fait quelques analyses purement synchroniques sur le pékinois. Ces travaux sont cités plus tard par les phonologues qui travaillent dans une approche générative, post-générative. Mais ces travaux ne trouvent aucune mention dans les versions que je connais de l'histoire de la linguistique chinoise. Puisque euh, c'est l'analyse synchronique, c'est sur le pékinois. Le pékinois, petite parenthèse, a été mis en cause à un moment donné. Il y a tout un long débat sur le statut de pékinois qui est aujourd'hui la langue nationale. Le débat porte sur si le pékinois était une langue des barbares ou pas, entre guillemets. Toujours dans cette idée d'ethnocentrisme, puisque je rappelle, Pékin a été capitale sous les Yuan, donc sous les Mongols d'abord. Ensuite, 3 siècles plus tard, capitale sous les Mandchous. Donc, le statut même de Pékinois a été mis en cause.
Et en plus, ils ont fait une analyse purement synchronique, sans faisant le lien avec le chinois moyen et sans utiliser la même terminologie euh, basée sur les caractères, puisque ce sont des structuralistes américains qui ne connaissent pas donc la tradition philologique chinoise. Donc, le troisième courant arrivé en même temps, c'est donc Saussure. Les premières mentions de Saussure en Chine, si mes souvenirs sont bons, ça date des années 20. Et c'était en passant par le Japon. Donc, c'était les Japonais qui ont d'abord présenté les travaux de Saussure et les linguistes et les savants chinois ont d'abord connu le nom de Saussure en lisant les travaux des, euh, des savants japonais ignorés. Et le cours, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Normalement, je pense que c'est bon. Oui, donc la publication du cours, ça date de l'année 80, donc la version chinoise, qui est quand même plus de 60 ans après la parution. Donc, pourquoi? Parce que Saussure veut une linguistique qui est générale. Et ce qui dit général, donc universel, va mettre en cause la spécificité, donc la soi-disant spécificité de la sinité, de la linguistique chinoise, de la langue chinoise, etc. Je rappelle encore que donc c'était une Chine affaiblie face à un Occident puissant. Donc, il y avait un complexe devant l'Occident chez les savants chinois. Donc, en quelque sorte, ils veulent que la Chine soit unique, la langue chinoise le soit aussi. Bon, suite à cette réception sélective des courants occidentaux, euh, les champs ont quand même fusionné. On peut parler légitimement d'une linguistique chinoise, d'une phonologie chinoise. Par contre, au sein de cette phonologie, il y a opposition, synchronie, diachronie. Donc, les théories phonologiques se sont toujours intéressées aux langues cinétiques et par contre, ils travaillent quasiment exclusivement sur la synchronie, sur l'analyse, sur l'explication, alors que la grammaire comparée, donc qui au XXe siècle a renouvelé sa méthode aussi, a évolué aussi, euh, est centrée quasiment exclusivement sur la diachronie. Donc, malgré cette opposition synchronie-diachronie, on constate tout de même que ce soit les comparatistes ou les phonologues travaillant dans des courants contemporains, ils ont le même objet d'étude, les langues cinétiques. Et l'intersection des gens qui travaillent sur la synchronie et sur la diachronie, c'est la phonologie descriptive, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, que ce soit les diachroniciens pour reconstruire ou les gens qui travaillent en synchronie pour chercher le fonctionnement de la langue, donc des langues cinétiques, d'une autre typologie de langue différente par rapport aux langues indo-européennes, ils doivent tous les deux faire la description. Par contre, c'est pas le même point d'intérêt, c'est pas avec la même méthode, ce n'est pas avec les mêmes présupposés. Donc, les gens qui travaillent sur la diachronie insistent beaucoup sur une méthode sui generis de la phonologie du chinois, alors que les gens qui travaillent en phonologie formelle cherchent les universaux au travers les particularités des langues sémitiques. Bon, avant euh,
donc, après avoir préparé ce terrain et avant d'aborder la question d'aujourd'hui, je vais d'abord me débarrasser d'un exemple de réconciliation de la part d'un diaconicien donc, qui s'appelle Paul Blanc, qui travaille sur la phonologie diachronique du chinois. Lui, il connaît les courants phonologiques et y compris y compris le cadre génératif. Et il n'est pas contre. Donc, dans son livre représentatif, donc Middle Chinese, donc il reconstruit tout le système du chinois moyen. Il y a la cafetière qui n'arrête pas de faire du bruit, désolé. Oui, donc dans son livre, qui est un livre, un des livres le plus important sur la diachronie du chinois, il a dédié un chapitre à la théorie phonologique avec tout ce qui est matrice, plus, moins, etc. Et il a traité dans le deuxième chapitre rapidement la phonologie du mandarin, donc toujours dans des courants, disons, post-structuralistes et début de la phonologie générative. Il a utilisé euh, des règles dans le sens génératif, pour illustrer certains changements phonétiques du chinois moyen vers ce qu'il appelle early Mandarin, donc le mandarin, est-ce qu'on peut dire en français le mandarin haut, le haut mandarin, peut-être. Donc ce genre de règles, occasionnellement, mais cela reste essentiellement un travail de reconstruction, même si, comme beaucoup de personnes de l'époque, dans les années 70-80, tout le monde flirte avec la phonologie générative. Et il s'est fait attaquer euh, sévèrement par d'autres diaconiciens, même s'il a fait un très beau travail de reconstruction. Donc ici, une citation de lui-même qui réagit à un chercheur qui s'appelle Zhang Kun, donc qui est très connu aussi, qui est membre de l'Academia Sinica, donc, qui est l'élève de Li Fangcui même. Et Li Fangcui, c'est un produit du structuralisme américain. Sauf que son élève semble être contre, vous pouvez lire la citation, donc c'est clair que cet élève de Li Fangcui, qui est l'élève de Sapir, est clairement contre les apports du structuralisme américain et de la phonologie générative. Et donc, qui qualifie euh, l'analyse de Plaiblanc comme un tour de passe-passe. Donc, en quelque sorte, ce genre de critique, euh, je pense que Plaiblanc, à un moment donné, était blessé par ce genre de, de critique, d'où cette réaction. Voilà, donc je débarrasse de cet exemple de réconciliation de la part d'un diaconicien qui fait un très bon travail de reconstruction. Donc en gros, phonologie générative et diachronie du chinois, ça passe pas. Ça passe pas chez les diaconiciens. Donc on arrive au sujet d'aujourd'hui, qui est les travaux de Matthew Chen et de John Newman. C'est tout un projet sérieux de réconciliation pour réconcilier et l'approche phonologique générative et la diachronie des langues sémitiques. Donc, encore une fois, petit rappel, les courants phonologiques se sont toujours intéressés aux langues sémitiques, mais surtout en synchronie. Une des raisons, c'est que il y a la barrière de l'écriture. Donc, les gens qui travaillent sur la synchronie peuvent ne pas connaître le système d'écriture, ni toute la littérature philologique. Mais quelqu'un qui travaille sur la diachronie est obligé de les connaître.
Bon, il s'agit de toute une série d'articles, d'abord signés par Chen, donc Matthew Chen. Ensuite, John Newman l'a rejoint pour co-signer quelques autres articles sur le cantonais. Bon, le plus important, je pense que c'est vraiment le début, donc 76A, From Middle Chinese to Modern Peking, qui est donc, dans lequel l'auteur détaille les raisons pour lesquelles il fait ce travail, avec quelle méthodologie. Et dans 76B, c'est plus un article qui entre vraiment dans les détails de la méthodologie utilisée par Matthew Chen. On va voir les détails tout à l'heure. Plus tard, les trois articles co-signés, l'article de John Newman sur le cantonais, c'est plus une application des deux premiers articles qui définissent les raisons, les motivations et la méthode. Euh, donc, très rapidement, Matthew Chen travaille surtout sur le semi-tonal des dialectes chinois en synchronie, sur l'interface phonologie-syntaxe et sur l'évolution des langues. Donc, ce n'est pas un diachronicien, un philologue. Newman non plus. Son domaine principal, c'est la linguistique cognitive et il travaille principalement sur l'ère linguistique pacifique et non pas sur le chinois. Donc, ni l'un ni l'autre n'est diachronicien des langues sémitiques. Donc, ils se sont intéressés, par contre, à cette idée de rendre compte de la diachronie du chinois avec la phonologie générative. Ah, pardon. Donc, quelles sont les sources de cette initiative de réconciliation? D'abord, on va regarder les sources phonologiques. Donc, en phonologie, dans les années 60-70, les travaux de Kiparski euh, traitent la diachronie des langues indo-européennes dans le cadre génératif. Ensuite, on va regarder les sources diachroniques, qui sont les avancées de reconstruction dans les, du chinois moyen dans les années 60-70. Pour ce qui est source phonologique, on constate un parallélisme entre changement phonétique en diachronie et règles phonologiques en phonologie générative. Donc, forme A qui devient forme B, qui devient ensuite forme C en changement phonétique, versus forme sous-jacente, éventuellement forme intermédiaire et forme de surface en phonologie générative. Et tous les deux dans une dérivation sérielle. Donc, c'est-à-dire contrairement à ce qui est parallèle. Donc, ce parallélisme fait que la phonologie générative est intrinsèquement compatible avec le changement phonétique. Et Kiparski est le premier à avoir vu ce parallélisme. Donc, dans sa thèse et dans une série d'articles dans les années 60-70, il travaille beaucoup sur la diachronie des langues indo-européennes. On va regarder comment il fait juste après. Et Chen, dans son article qui explicite sa méthodologie de cette série d'articles qui constituent cette belle initiative de réconciliation, cite explicitement les articles de Kiparski et utilise explicitement ce concept de chronologie relative, qui est un concept clé chez Kiparski, qui en fait qui établit un ordre euh, chronologique qui est relative et qui est basé sur la reconstruction interne et non pas en s'appuyant sur les archives écrites historiques. C'est-à-dire, cela ne se base pas sur
dans tel document, à telle date, il y a une telle forme qui est attestée. Donc, ce qui intéresse qui par qui, c'est l'ordre des règles dans la dérivation, dans cette dérivation sérielle, d'une forme antérieure vers une forme postérieure. Donc, pour établir cette chronologie. Donc, voici une citation de Martha Chen qui précise cette source d'inspiration, mais qui montre qu'il est bien conscient aussi de de la limite de cette chronologie relative. Donc, quand est-ce qu'on peut parler de la chronologie relative? C'est lorsque les règles phonologiques génératives s'interagissent entre elles. On va voir ce que cela veut dire interagir tout de suite. Bon, pardon, pas tout de suite, juste après les sources diachroniques. Donc, on a vu les sources en phonologie théorique de cette série d'articles. Donc, les sources diachroniques, ce sont des avancées en diachronie dans les années 60-70. Comme j'ai dit tout à l'heure, ni Matthew Chen ni John Newman n'est diachronicien. Ils ne font pas un travail de reconstruction. En revanche, ils se servent des données de reconstruction faites par les diachroniciens pour expliquer le passage d'une forme antérieure à une forme postérieure. Donc, vers le pékinois et vers le cantonais. Et par une suite de règles phonologiques. Donc, par rapport aux travaux précédents, à la première moitié du XXe siècle en diachronie du chinois, représentés par Bernhard Karlgren, qui se concentre sur des changements phonétiques, qui est allergique à la phonologie. Donc, ça, c'est son élève qui le dit, et qui utilise des sources de translittération. Dans les années 70 en diachronie du chinois, les chercheurs vont préférer la reconstruction interne avec les apports évidemment de Audricourt qui sont explicités plus tard dans le livre co-signé avec Claude Agege. Donc, le changement phonétique, ce n'est pas la forme A vers la forme B vers la forme C, mais le système synchronique A vers le système synchronique B vers le système synchronique C. Il y a une emphase sur la reconstruction interne à cette époque en diachronie du chinois dans les années 60-70. Donc, Matthew Chen et John Newman, ils ont explicitement cité les travaux de Poulenblanc dans les années 70. Et Poulenblanc, par rapport à Carl Gane, justement, en se basant sur l'adéquation du système, il a trouvé nécessaire de distinguer ce qu'il appelle Early Middle Chinese et Late Middle Chinese, puisque Carl Gane, à la première moitié du XXe siècle, parlait de Middle Chinese qui couvre 1000 ans, encore une fois, presque 1000 ans, 9 siècles, ce qui n'est pas possible. Mais il ne s'est pas soucié de l'adéquation du système. C'est Poulenblanc, dans les années 70, qui s'est soucié de cette question d'adéquation et qui montre nécessaire de distinguer deux périodes du chinois moyen. Et non pas en se fondant sur des archives, encore une fois, historiques, mais sur la reconstruction interne, donc l'adéquation de la reconstruction. Donc, rapidement, une citation du review du livre de Poulenblanc, qui le compare par rapport à Carl Gren à la première moitié du XXe siècle. Bon, regardons maintenant concrètement comment Matthew Chen et John Newman ont fait
Donc d'abord, Matthew Chen a émis dans son article de 76A, il manque un A, donc From Middle Chinese to Modern Peking, euh, une suite de critiques sur les travaux diachroniques. Donc d'abord, le manque de généralité. Et par manque de généralité, il entend que les diachroniciens ne constatent pas que ce qui se passe ici, c'est la même chose que ce qui se passe ailleurs. Et on peut faire une généralisation de deux phénomènes diachroniques qui étaient considérés comme euh, séparés, isolés, indépendants. Deuxième critique dans dans ce premier article de cette initiative, c'est de euh, critiquer l'absence de l'ordre des changements dans les travaux des diachroniciens. Donc, il parle, grosso modo, il parle d'une forme vers une autre forme, mais quand il y a plusieurs étapes, les diachroniciens euh, n'étaient pas capables d'établir toute une suite d'étapes. C'est comme si c'était directement du chinois moyen euh, vers vers les dialectes modernes, sans étape intermédiaire. Troisième critique de Matthew Chen sur les travaux des diachroniciens, c'est l'absence du système. Donc, ce qui rejoint ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les avancées en diachronie, c'est de préférer la reconstruction interne enfin, au changement isolé des formes. Donc, après avoir émis ces, euh, euh, ces trois critiques, Matthew Chen commence à proposer des règles pour rendre compte des changements. Sauf que, je rappelle, tout à l'heure, on a dit les travaux des lettrés, des philologues chinois en Chine antique étaient plus phonologiques que phonétiques. C'est des c'est des études sur la distribution, la combinaison, la structure syllabique. Et le changement du chinois, du système du chinois moyen vers un système de dialecte moderne peut être considéré comme deux ensembles non applicatifs. Et Chen, donc Matthew Chen, l'a fait spontanément dans son article. Donc je vous montre ici deux exemples. Donc à gauche, vous avez un exemple de la fusion des formes du chinois moyen vers le pékinois. Donc on peut considérer qu'on a un premier ensemble et un deuxième ensemble. Les éléments du premier ensemble vont fusionner, donc correspondent à donc plusieurs éléments dans l'ensemble à gauche du chinois moyen correspondent à un seul élément à droite. Donc on parle de la fusion. Deuxième exemple à droite, c'est un exemple de division. Donc, on a au départ la même forme en chinois moyen qui diverge vers deux formes différentes en chinois, en pékinois. Et sans le mentionner, Matthew Chen l'a fait spontanément. Il a représenté spontanément avec donc une correspondance entre deux ensembles. Et par la suite, il commence à utiliser des règles. Sauf que euh, les règles en phonologie générative, depuis, depuis les années 70, étaient critiquées par le manque de contraintes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que une règle qui s'écrit comme A devient B dans le contexte C, A peut être n'importe quoi. B, la forme B peut être n'importe quoi et le contexte C peut être n'importe quoi. Donc, n'importe quoi peut devenir n'importe quoi dans n'importe quel contexte. On peut très bien imaginer des règles absurdes. Donc, formellement, il n'y a aucune contrainte. C'est une critique majeure sur la phonologie générative. Et
vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un parallélisme entre la phonologie générative et le changement phonétique, qui est, donc c'est des changements isolés, donc dérivation sérielle isolée. Donc là, on voit un paradoxe entre l'objectif et le moyen. Donc l'objectif de Matthew Chen est de rendre compte, donc déjà, il connaît les travaux de reconstruction interne dans les années 60-70. Donc, il sait que là, on a l'idée de système. Il a explicité cette idée de système dans les critiques émises par lui-même sur les travaux de certains diachroniciens. Mais là, en, en utilisant la phonologie générative comme outil théorique, il est obligé de s'éloigner de son objectif. C'est-à-dire, lui-même, il est obligé de donc prendre un outil qui rend mieux compte des phénomènes isolés. Une règle phonologique, c'est une dérivation d'une forme isolée, de la forme sous-jacente vers la forme surface. Donc là, on constate bien qu'il y a ce paradoxe entre son objectif, qui est de prendre compte du système, et son moyen, son outil théorique, qui est les règles. Ce qui crée donc le problème suivant. Donc pour rendre compte des changements systémiques, il sera obligé d'utiliser, ici un exemple, ce genre de règles très, très complexes. Donc, l'exemple, il s'agit d'une règle de labiodentalisation du chinois moyen vers le pékinois. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs formes qui changent parallèlement vers plusieurs nouvelles formes intermédiaires, chronologiquement, et vers la forme actuelle en pékinois, dans la troisième accolade. D'où l'idée de changement systémique. Donc, c'est quatre sons qui changent en même temps. Mais le contexte, alors, comme on peut voir ici, le contexte, alors, il n'y a pas d'autre mot que de dire, déjà, visuellement, c'est très moche. Et on trouve ce genre de règles dans la phonologie générative dès qu'il s'agit des contextes complexes. Donc, la seule façon, le seul moyen de préciser un contexte dans ce cas-là, c'est de faire, c'est d'énumérer tous les contextes ici. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, comparons cette règle avec l'ensemble, les ensembles de fusion et de division de tout à l'heure. Donc, cette représentation sous forme, donc, qu'il a fait spontanément, encore une fois, sans le dire, sous forme de deux ensembles, paraît beaucoup plus élégant que ce genre de règle, même s'il a fait un effort, on peut le voir, de euh, d'avoir de la forme, de l'ensemble de la forme du chinois moyen vers l'ensemble de quatre formes du chinois euh, moderne. Il a fait un effort, mais le contexte reste peu élégant. Donc, dans ce qu'il a fait, il y a ce paradoxe entre objectif et moyen. Et la phonologie générative ne semble pas être un outil efficace pour rendre compte des changements systémiques. Donc, deuxième point dans la lecture, dans la compréhension de ces travaux, de cette initiative de Matthew Chen et John Newman. Et là, je pense qu'on peut parler légitimement d'une grande contribution de ces travaux à la diachronie du chinois, qui est cette idée clé, ce concept clé de chronologie relative. Donc, Kiparski était le premier à utiliser ce concept
qui euh, distingue des relations donc, entre les règles quand il y en a une suite. Bon, il utilise le terme feeding et bleeding quand vous dérivez d'une forme antérieure vers une forme intermédiaire, puis vers une forme actuelle. Qu'est-ce que c'est concrètement bleeding, donc feeding et bleeding? Ce qui nous intéresse, c'est surtout feeding. Donc, selon la définition de Bakovich, dans la deuxième édition de Handbook of Phonology Theory, euh, quand il y a deux règles, la règle A et la règle B, et dans une dérivation sérielle, la règle A précède aux règles B, on peut parler de feeding lorsque la règle A crée des inputs qui remplissent le contexte de la règle B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc en diachronie, euh, quand on a une suite de règles, si la première règle euh, sert de condition de l'application de la deuxième, il faut absolument que le changement dans la règle A euh, ait lieu en premier. Et le changement dans la règle B aura donc lieu en deuxième. Et quand les règles dérivationnelles s'interagissent entre elles, on peut, avec cette relation de feeding, établir toute une chronologie dont on ne connaît pas forcément la date, puisque la date dépend des archives écrites, donc des travaux d'historiens. Mais on peut supposer que toute cette série de changements se passe dans un ordre donné, suivant la relation de feeding. Donc, il considère que les règles, donc l'ordre des règles et cette relation de feeding surtout, comme un nouvel outil pour la reconstruction interne. Il est bien conscient, bien sûr, de la limite de cet outil, qui est donc souvent l'ordre établi par une suite de règles peut contredire à ce qu'on a découvert en histoire, en documents écrits, en sources primaires. Donc, quand il y a conflit, il a fait le commentaire suivant. C'est en anglais. Donc, donc, cela dépend de beaucoup de facteurs. Quand il y a un conflit, et avec cette idée de feeding, donc, qui donne cette chronologie relative, ce qu'il a fait à la fin de son article, son premier article, c'est d'établir un ordre chronologique suivant les règles. C'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, il a numéroté les règles. Donc, quand vous avez les chiffres, il y a une chronologie qui est relative. Donc, certaines règles passent en premier et d'autres règles, c'est suite à l'application de ces règles qui passent en premier. Bon, on a vu comment Chen et plus tard avec John Newman, ils ont travaillé euh, dans le cadre de la phonologie générative sur les données de reconstruction faites par les diaconiciens. Donc ces articles, malheureusement, ne sont pas beaucoup cités. Son premier article, un peu plus, mais le reste, après un demi-siècle, si vous allez sur Google Scholar, la citation, c'est moins de 10.
moins de 10. Et parmi les diachroniciens, il y en a un seul qui les cite, c'est Paul Leblanc lui-même qui est familier avec le cadre génératif, qui lui-même a fait un effort de réconciliation qui a été sévèrement attaqué à cause de ça. Et si on regarde ce qui se passe plus tard, c'est-à-dire dans dans le développement de la phonologie plus récente, qu'on appelle autosegmentale, on a de temps en temps quelques mentions à la diachronie, mais il n'y a pas eu d'analyse donc sérieuse comme le font Matthew Chen et John Newman. Et il n'y a plus cette utilisation rigoureuse des données diachroniques faites par les diachroniciens. C'est une tentative qui semble être abandonnée depuis un certain moment. Et on va s'en rendre compte encore plus si on compare ce qui se passe ailleurs. Bon, avec l'influence de Kiparski, vous avez une présence incontestée de l'approche formelle de la diachronie des langues indo-européennes, euh, non seulement des articles, mais aussi des colloques, dans des colloques qui ont lieu tous les ans ou tous les quelques années. Vous avez toujours une présence de l'analyse formelle des phénomènes diachroniques euh, en phonologie, ce qu'on ne trouve pas en linguistique chinoise. Bon, je pense que je respecte bien le temps. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, pourquoi cette absence de répercussion? Ah, il manque un S. Cette absence de répercussion, ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les diachroniciens considèrent qu'il y a une méthode sui generis de la phonologie du chinois. Donc, Sagar, en 99, a utilisé ce mot, donc sui generis, donc, de la phonologie du chinois. Donc, de la part des diachroniciens, ils pensent qu'il faut connaître euh, toute la tradition philologique, connaître le système d'écriture en utilisant la méthode comparative pour travailler sur la diachronie du chinois. On ne peut pas ignorer ce prestige du chinois classique et de la reconstruction qui est toujours présent en linguistique chinoise aujourd'hui. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme les travaux de Chen et Newman ne contribuent pas directement à la reconstruction, mais ils se servent de la reconstruction faite par les diachroniciens pour faire cette analyse générative, les diachroniciens ne s'y sont pas intéressés, tout simplement. Ce qui les intéresse, c'est de nouvelles propositions de reconstruction. Ce n'est pas l'utilisation des données reconstruites. Et une autre raison pour moi, c'est justement pour expliquer le peu de succès de cette série d'articles, ce paradoxe objectif moyen. Matthew Chen veut rendre compte le changement systémique, sauf que les règles en phonologie générative, c'est plus compatible euh, avec des changements isolés. Donc, ce qu'il propose comme règle, comme on a vu tout à l'heure, on ne peut pas les qualifier d'élégantes. Donc, pour toutes ces raisons, cette réconciliation, cette tentative de réconciliation a été laissée tomber en quelque sorte depuis un certain nombre de décennies. Et je me demande si
Euh, la phonologie autosegmentale ne serait pas capable de reprendre cette initiative, puisque, alors, je vais terminer là-dessus, la phonologie autosegmentale réintègre la structure, donc dans les représentations. Et ce qui dit structure va avec le système. Est-ce on pourrait très bien imaginer en phonologie autosegmentale que le changement d'une ligne d'association pourrait rendre compte de façon concise, précise et élégante, un changement qui est systémique. Donc, je termine là-dessus. Merci, chers collègues, de votre attention.